Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Bien avant toute chose, place à l'actualité. Prévu pour ce mercredi 8 juillet, la marche de la coalition de l'opposition C64 est reportée au 22 juillet prochain devant le Palais de la Nation. Lancement ce vendredi 3 juillet 2026 de la formation de 1000 élèves policiers à Kapalata, à Kisangani, dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise à l'horizon 2030. L'Afrique a célébré le jeudi 2 juillet dernier la mémoire de Donna Béatrice, connue sous le nom de Kimpanvita, l'une des figures importantes de la lutte africaine dans la religion et la politique. Une fois de plus, merci d'être branché. De prime abord, retenez que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé depuis ce vendredi 3 juillet à Brazzaville pour une visite de travail de 48 heures. Reportage. C'est à bord du bateau Majestic River, battant pavillon République démocratique du Congo, que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué la traversée du Poul Malébo pour Brazzaville. Au débarcadère du beach de Brazzaville, le chef de l'État RD congolais est accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive dans la capitale congolaise pour une visite de travail de 48 heures. Les deux pays sont liés par l'histoire et la géographie. Leur coopération s'articule aujourd'hui autour d'un partenariat stratégique principalement structuré par de grands projets d'intégration régionale et d'infrastructures communes. Le projet du pont route-rail qui reliera Brazzaville et Kinshasa favorisera la libre circulation des personnes et des biens, mais surtout le commerce dans toute la sous-région avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Séparés par le fleuve Congo, les deux pays aux capitales les plus proches du monde partagent également des défis économiques et environnementaux. Dans le domaine de l'électricité, le Congo et la RDC ont en commun le projet de la boucle de l'amitié énergétique. Un accord historique signé par les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fixe déjà les règles de la mise en œuvre d'un réseau interconnecté performant, notamment le méga-projet du barrage hydroélectrique sur la rivière Likusu d'une puissance installée de 12 900 MW associant le Congo, la RDC et l'Angola. Les deux pays maintiennent un dialogue constant sur la gestion sécuritaire et le commerce le long du fleuve Congo. Au plan multilatéral, la coopération entre les deux pays s'inscrit au sein des organisations sous-régionales comme la CEAC. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de quitter le sol congolais, a fait état des relations entre la RDC et l'Afrique du Sud le 2 juillet dernier lors de la cérémonie de réception de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Parmi les points soulignés lors de son allocution figure la gestion du territoire national. Regardez. Comprenons pleinement que chaque État a le droit souverain d'organiser, dans le respect de ses lois, la gestion de son territoire, de ses frontières et de sa politique migratoire. Mais nous demeurons convaincus que ces questions doivent être abordées avec humanité, responsabilité, retenue et dans le respect de la dignité de toutes les personnes concernées. À cet égard, nous faisons confiance à la sagesse des autorités sud-africaines pour privilégier une approche plus équilibrée, conforme aux valeurs de solidarité africaine, afin qu'une issue heureuse, apaisée et respectueuse des droits fondamentaux puisse être trouvée. La République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud entretiennent une relation stratégique fondée sur une histoire partagée de lutte pour la liberté, de solidarité africaine, d'attachement à la paix et de volonté commune de construire une Afrique plus souveraine, plus intégrée et plus prospère. L'Afrique du Sud demeure pour la République démocratique du Congo un partenaire majeur sur les plans politiques, diplomatiques, sécuritaires, économiques,
sanitaire et régionale. Je voudrais saluer à cet égard l'engagement constant de votre pays aux côtés du peuple congolais, notamment dans les moments où notre nation fait face à des défis importants. Au cours de notre entretien, nous avons d'abord évoqué l'évolution de la riposte contre l'épidémie de maladie à virus Ebola, causée par la souche Bundibugyo, qui affecte actuellement certaines zones de l'Est de la République démocratique du Congo. Face à cette résurgence, mon pays a réagi avec célérité, responsabilité et détermination. Fort de l'expérience acquise au cours des précédentes flambées épidémiques, nous avons mobilisé d'importants moyens humains, financiers, techniques et logistiques afin de contenir la propagation de la maladie, renforcer la surveillance épidémiologique, améliorer les capacités de diagnostic, assurer la prise en charge médicale et associer davantage les communautés à la riposte. Et lors de cette même journée, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a détaillé la situation actuelle du pays en rapport avec la riposte gouvernementale contre l'épidémie à maladie d'Ebola en République démocratique du Congo. Suivez. La confirmation du premier cas et la déclaration officielle de l'épidémie, le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, a immédiatement activé le système national de gestion des incidents. Une coordination multisectorielle intégrant les ministères concernés, Africa CDC, l'OMS, ainsi que les partenaires techniques et financiers a été mise en place afin d'assurer une réponse rapide, coordonnée et fondée sur les meilleures données scientifiques. Nous avons décidé d'avoir un seul plan, une seule équipe et un seul budget. Je ne reviens pas sur les statistiques parce que l'Africa CDC vient de vous donner les dernières statistiques, mais je voudrais surtout insister sur le fait qu'il y a jusqu'à présent 3 provinces qui sont touchées. Il s'agit de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, totalisant ainsi 36 zones de santé touchées par cette épidémie. Malgré les pertes humaines enregistrées, les guérisons sont observées. Nous avons ainsi plus de 200 personnes qui ont été déchargées de nos centres de traitement Ebola. Ces progrès significatifs ont été réalisés depuis le début de cette riposte. La surveillance épidémiologique a été renforcée grâce à une détection plus rapide des alertes et à un suivi rigoureux des contacts. Plusieurs laboratoires ont été imposés dans un endroit où il n'y en avait pas du tout au départ. Les capacités donc des diagnostics ont été ainsi considérablement améliorées avec le déploiement de tous ces laboratoires mobiles, mais aussi des laboratoires fixes. Les équipes chargées de la prise en charge clinique, de la prévention et du contrôle des infections, de la communication sur les risques, de l'engagement communautaire, ainsi que des enterrements dignes et sécurisés poursuivent leur mission avec professionnalisme et dévouement. Je dois, Excellence, Monsieur le Président de la République, porter aussi la nouvelle de nos infirmières, de nos médecins qui sont tombés au front pendant cette épidémie et leur rendre hommage. Et dans la même lignée, retenez que le docteur Jean Kasseya, directeur général de l'Africa CDC, a dressé un bilan préoccupant de l'épidémie d'Ebola en RDC qu'il qualifie comme du jamais vu dans le pays, toutes flambées confondues, notamment celle qui frappa l'Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. L'épidémie à virus Ebola, vous rendrez compte que beaucoup de personnes sont infectées et meurent d'Ebola. On a vu beaucoup de personnes qui meurent de la rougeole. Et là où nous avons Ebola aujourd'hui, c'est là également que nous trouvons beaucoup de cas de choléra et de rougeole. Alors, l'action humanitaire nous aidera à pouvoir répondre à toutes
ces épidémies. Lorsque nous parlons d'Ebola, voici la situation présentement. Je commencerai par les progrès à ce jour. Plus de 200 personnes ont pu recouvrer leur santé et ça, c'est une excellente nouvelle. Une autre bonne nouvelle, vous allez voir qu'un certain nombre de personnes sur la liste des contacts a augmenté au cours des dernières semaines. On a parlé de 500 à 1000, mais maintenant nous avons environ 11 000 personnes. C'est vrai qu'on a déjà perdu 440 personnes, mais l'épidémie est quelque peu en train de prendre plus d'ampleur. Mais nous savons que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est la bonne action pour mettre un terme à cette épidémie. Votre Excellence, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que nous disons que cette épidémie est très sérieuse? Parce que si nous prenons une photo de cette épidémie, en 6 semaines, nous nous rendrons compte que de toutes les épidémies à virus Ebola qui sont passées dans le pays, toutes, y compris ce qu'on a connu à l'est de la RDC, en Afrique de l'Ouest, cette épidémie est la première, parce qu'en 6 semaines, il y a plus de cas de maladies et plus de cas de décès. C'est en fait des décès plutôt, plus de 4 fois plus de décès que ce que nous avons connu en Afrique de l'Ouest. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir endiguer cette épidémie là où on en est aujourd'hui, parce que nous n'aimerions pas que cette épidémie dure 2 ans, comme cela a été le cas en Afrique de l'Ouest. Là, nous aurons plus de cas si nous ne faisons pas tout pour endiguer et mettre un terme à cette épidémie. Au chapitre consacré aux questions parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a reçu dans son cabinet de travail le jeudi 2 juillet dernier une délégation du Conseil national de la jeunesse conduite par son président national, Claude Mbouyi. Au centre de leur échange, la loi référendaire. Regardez dans ces images. Il était pour nous l'occasion de discuter sur plusieurs initiatives parlementaires qui sont prises, entre autres la question de la loi sur le référendum, parce que nous constituons 65% de la population. Toutes ces questions ne peuvent pas être réalisées sans impérativement l'apport, les réflexions et surtout l'engagement de la jeunesse congolaise. Et nous sortons de cette audience avec beaucoup de satisfaction parce que le président a éclairé et surtout les zones d'ombre que nous avions avant. Et nous pensons que cette loi va permettre à la population congolaise et à la jeunesse surtout de se prononcer au regard de plusieurs réformes que notre pays va devoir faire face. Prenons à présent cette nouvelle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabaniloko, a présidé le jeudi 2 juillet dernier une réunion mixte regroupant les autorités provinciales de la Chopo, de Haut et du Bas Ouélé, de l'Ituri et du Nord Kivu. Au menu de leur échange, la situation générale de cette partie du pays. L'opinion publique retiendra et principalement, oui, la population de nos 5 provinces, que nous avons été convoqués dans la ville de Kisangani, où nous avons été très bien reçus, à une réunion autour de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, sur les questions de sécurité commune dans nos provinces respectives. Comme vous le savez, ce sont des provinces qui sont confrontées presque toutes aux mêmes réalités, tant sécuritaires qu'économiques. C'est pour cela que pour la toute première fois, nous avons été invités donc à échanger sur ces questions-là. Donc, il s'agit aussi, n'est-ce pas, de passer en revue les différentes réalités locales, de faire des analyses en profondeur et de formuler des recommandations envers le gouvernement central. Et à l'issue de tout cela, nous avons reçu des orientations claires venant de la hiérarchie à travers son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, que nous tenons à féliciter. Et par l'occasion, à travers lui, au commandant suprême des forces armées du Congo, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui à Kisangani pour cette question, parce que nous en avions vraiment besoin. Merci beaucoup. Et puis on parle du lancement, c'est vendredi 3 juillet 2026,
de la formation de 1000 nouvelles recrues de la police nationale congolaise à Kapalata, dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Ce projet est dans le cadre de la réforme au sein de la police nationale congolaise dans une période allant de 2026 à 2030. Regardez. Cette nouvelle promotion intervient quelques jours après l'achèvement de la formation de près de 720 nouvelles recrues à l'école de la police de Kasangulu et s'inscrit dans la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période de 2026 à 2030. Portée par la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à moderniser et à rajeunir les forces de l'ordre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Loukou, a appelé le responsable de l'école à assurer une formation fondée sur la discipline, le professionnalisme, l'intégrité et le respect des droits humains afin de doter la République démocratique du Congo d'une police républicaine moderne et efficace au service de la population. Il est de noter que cette cérémonie du lancement de 1000 élèves policiers s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de la Chopo, du commissariat général de la police nationale congolaise, le général Alonga Boni, du commandant des écoles de la police, sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loukou. Par ailleurs, le ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a reçu en audience le 2 juillet dernier le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la MONUSCO, James Swan, pour faire le point sur le mécanisme de paix et de sécurité régionale dans l'Est de la RDC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu le jeudi 2 juillet dernier sa 10189e séance, la première présidée par la République démocratique du Congo via son représentant permanent auprès de l'ONU, Zeno Mukongo, dans le cadre de sa présidence tournante du Conseil pour le mois en cours. Notons par ailleurs que cette séance a été consacrée à la crise au Moyen-Orient. Nathan, écoute. La 10189e séance du Conseil de sécurité est ouverte. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage, au nom du Conseil, à son Excellence Madame Léonore Zalabata Torres, représentante permanente de la Colombie, qui a assuré la présidence du Conseil pendant le mois de juin. Je suis certain de me faire l'interprète de tous les membres du Conseil en exprimant mes sincères remerciements à l'ambassadrice Madame Zalabata Torres et à son équipe pour le grand talent diplomatique avec lequel ils ont mené les travaux du Conseil le mois dernier. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation au Moyen-Orient. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants du Koweït et de la République islamique d'Iran à participer à la présente session. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite Madame Elisabeth Spear, sous-secrétaire générale au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. D'un dossier à un autre, sachez que le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, John Banza Lunda, accompagné des responsables nationaux et provinciaux du secteur, a visité le jeudi 2 juillet dernier les installations de la sino-congolaise de mines, enfin s'imprégner, voulais-je dire, du fonctionnement de cette entreprise binationale. En politique, retenez que le 2 juillet dernier, l'opposant congolais Jean-Marc Kabund a reçu dans son quartier général une délégation de l'organisation de la diaspora africaine en Europe conduite par le docteur Zalikatou Diallo dans le cadre d'une mission de promotion de la paix au regard des enjeux politiques et de l'heure en République démocratique du Congo. Le combattant de la non-violence, l'honorable Jean-Marc Kabunda a reçu ce jeudi 2 juillet
dans son cabinet de travail de l'avenue Lomami au quartier Kingabwa, une forte délégation de la diaspora africaine de l'Europe conduite par Dr Zalikatou Diallo. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président Jean-Marc Kabond et c'est la première formation politique qui nous reçoit. Nous avons échangé avec lui, nous l'avons écouté. Il a brossé la situation socio-politique dans son ensemble. Nous l'avons écouté. Nous avons eu à poser certaines questions, mais nous partons satisfaits. Satisfaits dans la mesure où déjà ce que nous craignons à son niveau ne figure pas dans nos craintes. C'est-à-dire le processus politique qu'il poursuit, c'est une lutte vraiment dans les règles de l'art, sans violence. Il prône la non-violence et c'est très important. Signalons qu'après cette première étape de Kingabwa, la délégation rencontrera d'autres leaders politiques de la RDC. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal prévu pour ce mercredi 8 juillet 2026. La marche de la coalition de l'opposition C64 est reportée au 22 juillet prochain devant le palais de la Nation, évoquant la médiation du président burundais Evariste Ndayishimiye sur la crise politique en République démocratique du Congo. L'opposition congolaise appelle ces organisations en province comme à la diaspora à une manifestation le 22 juillet prochain. Dans un esprit de responsabilité, la C64 a décidé de répondre favorablement à cette initiative, convaincue que toute voie sérieuse susceptible de favoriser la préservation de l'ordre constitutionnel mérite d'être explorée. La C64 entend préserver avec clarté et fermeté les préoccupations du peuple congolais ainsi que les dangers qui pèsent aujourd'hui sur notre démocratie et la stabilité de la République démocratique du Congo. Par conséquent, la C64 a décidé de maintenir la manifestation pacifique devant le Palais de la Nation en fixant une nouvelle date au mercredi 22 juillet 2026. Les organisations membres de la C64 dans les provinces ainsi que dans la diaspora sont invitées à organiser à la même date, le mercredi 22 juillet 2026, les marches pacifiques en solidarité avec cette mobilisation nationale dans le respect des lois en vigueur dans leurs juridictions respectives. La C64 invite les Congolaises et les Congolais à demeurer mobilisés, vigilants et unis dans cette lutte pour la préservation de la Constitution. Plus que jamais, la défense de la Constitution demeure une responsabilité collective. Notre engagement reste entier. Notre détermination intacte et notre confiance dans la force du peuple congolais inébranlable. En société, sachez que toute la communauté célèbre la journée internationale sans sachets plastiques visant à sensibiliser aux effets dévastateurs du plastique à l'usage unique sur les écosystèmes et à encourager des alternatives durables comme les emballages biodégradables. L'Afrique a commémoré le jeudi 2 juillet dernier le parcours de Dona Béatrice Kimpavita, l'une des figures importantes de la lutte africaine dans les domaines religieux et politiques. Suivez dans ses commentaires. Le 2 juillet de chaque année marque la commémoration de la mort de Kimpavita, une figure religieuse et politique du Royaume Congo. Pour une petite histoire, cette femme historique est née en 1624. Elle se présenta comme une prophétesse chrétienne qui, ayant reçu les révélations de Dieu par l'intermédiaire de Saint Antoine de Padoue. Parmi les fondements de son enseignement, elle transmettait des messages tels que Jésus-Christ et le principal personnage biblique étaient liés au Royaume Congo
dans ses interprétations spirituelles et les guerres civiles qui déchiraient le royaume Congo devaient cesser. À travers ce mouvement, des foules étaient attirées, mais ces derniers furent traités d'hérétiques par les autorités religieuses et une menace politique pour les royaumes. À l'âge de 22 ans, soit en 1706, Kimpa Mvita a été exécuté par le feu. L'Afrique est un berceau de l'humanité, comme dit-on, et parmi les figures ayant lutté pour l'Afrique, cette femme de fer est aussi mentionnée malgré son absence physique, mais ce qui est sûr, sa belle lutte continue pour une Afrique brillante. En dehors de nos frontières, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a visité le site du futur projet de la construction du Central Park du Front de mer de Libreville, un gigantesque projet ambitieux pour assurer l'interconnexion des activités économiques avec d'autres pays étrangers. Regardez. Poursuivant sa tournée d'inspection des grands chantiers structurants de la capitale, le président de la République s'est rendu sur le site destiné à accueillir le futur Central Park de Libreville, un projet ambitieux qui traduit la volonté du chef de l'État de redonner à la capitale gabonaise des espaces publics modernes, inclusifs et adaptés aux standards internationaux. Conçu comme un véritable poumon vert au cœur de la capitale, le futur Central Park s'inscrit dans une vision globale d'amélioration du cadre de vie des populations. Le projet prévoit notamment l'aménagement d'aires de jeux multisports répondant aux normes internationales avec des infrastructures dédiées au football, au basketball et au tennis. Au-delà de leur vocation sportive, ces équipements constitueront des espaces de cohésion sociale, d'épanouissement de la jeunesse et de promotion des talents locaux. Pour les urbanistes, la création de tels espaces participe à la transformation des métropoles modernes en favorisant à la fois la santé publique, la pratique sportive de proximité et le renforcement du lien social. Le chef de l'État a ensuite visité le front de mer de Libreville où un vaste programme de réaménagement est envisagé. L'objectif est de transformer cette façade maritime emblématique en un espace de loisirs et de détente accessible à tous, intégrant des promenades aménagées, des zones récréatives, des espaces verts et des infrastructures destinées à renforcer l'attractivité touristique de la capitale. Cette requalification du littoral s'inscrit dans une tendance observée dans plusieurs grandes villes du monde où les fronts de mer deviennent des pôles d'animation économique, culturelle et touristique. Pour Libreville, il s'agit de réconcilier la ville avec son ouverture naturelle sur l'océan Atlantique tout en offrant aux populations un cadre de vie plus agréable et mieux valorisé. À travers ces projets, le président de la République confirme sa volonté d'inscrire Libreville dans une dynamique de modernisation durable où développement urbain, bien-être des citoyens et attractivité économique avancent de concert. Ces futurs projets apparaissent ainsi comme des symboles forts de la transformation en cours de la capitale gabonaise, appelée à devenir une métropole moderne, verte et particulièrement tournée vers l'avenir. En sport, malgré qu'il soit éliminé de la compétition, le monde sportif retient la prestation impressionnante et historique de léopards congolais dont le bilan fait état d'une victoire, 2 défaites et un match nul. Suivez donc ces résumés réalisés par votre rédaction. Avec un match nul face au Portugal lors de la première journée de cette compétition, une défaite dans la douleur face à la Colombie et une belle victoire devant les Ouzbeks. Parlons de la situation météorologique de la journée du samedi 4 juillet 2026 à Kinshasa. Retenez que demain, dans la matinée, ce sera un beau soleil sans nuages. La température sera de 23 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 7 km par heure. Et dans l'après-midi de ce samedi, vous pourrez profiter du soleil. La température atteindra les 31 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, de nombreuses éclaircies parsemeront les ciels et la température retombera à 27 degrés Celsius. C'est ici que s'achève cette grande édition d'information. Mesdames, messieurs, vous qui venez à peine de vous joindre, bien avant de vous quitter, place au rappel des titres.
Prévu pour ce mercredi du 8 juillet, la marche de la coalition de l'opposition C64 est reportée au 22 juillet prochain devant le Palais de la Nation. Lancement ce vendredi 3 juillet 2026 de la formation de 1000 élèves policiers à Kapalata, à Kisangani, dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise à l'horizon 2030. L'Afrique a célébré le jeudi 2 juillet dernier la mémoire de Donna Béatrice, connue sous le nom de Kimpanvita, l'une des figures importantes de la lutte africaine dans la religion et la politique. Ce travail de titan est l'œuvre réalisée de main de maître grâce au concours de l'équipe rédactionnelle et celle de la technique. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur que Dieu veille sur la République démocratique du Congo et son peuple. Au revoir.